Bonjour à tous et toutes. Merci d'être présents au webinaire sur le bilan carbone des matériaux de la construction mondiale. On a réalisé cette étude dans le cadre de la mission Aquapro et de la convention que l'on a avec l'ADEME sur le sujet, de la construction durable. Donc voilà, juste faire un petit point, avec après je passerai la parole à Castellienne, sur la commande et l'objectif de cette étude. On est parti sur quelque chose de très simple parce que quand même, c'est un sujet qui n'a pas été pas du tout été étudié encore. On s'est concentré sur ce qu'on situe les éléments d'enveloppe hors menuiserie, donc les murs, les structures, les couvertures, et on a comparé différentes techniques constructives, qui sont le béton, la brique de terre, le métal et le bois, qui sont des techniques qui sont peu couramment utilisées en village. Le bois, évidemment, c'est le béton encore toujours. Les parties d'éléments, détaillera par la suite. Et on a ramené ça au mètre carré d'usage, qui me semblait être hyper pertinent. En mètre cube, par rapport à bois, par exemple, des cloisons de 2 cm d'épaisseur de bois, parce que dans le mètre cube, de béton, 15 cm de béton, par exemple. Donc, on va rappeler ça au mètre carré d'usage, au mètre carré de cube, au mètre carré de plancher, au mètre carré de couverture. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à M. Castelliette. Bien, bon, bonjour à tous. Là, je suis en pull, je suis à Bordeaux, c'est le tout début du printemps. Donc, l'étude, elle a été faite depuis Bordeaux, pas mal en visio. Donc, on parle bien d'un bilan carbone par mètre carré d'usage, c'est-à-dire que le bilan carbone d'un bâtiment, c'est évidemment l'ensemble de la construction et du fonctionnement, hein. Là, on va se concentrer uniquement sur la partie construction. C'est-à-dire qu'on va supposer que dans les différentes alternatives qu'on va montrer, toutes choses égales par ailleurs, on va dire ça comme ça, sur les consommations, et notamment énergétiques, qui vont avoir lieu dans le bâtiment en question. Voilà. Donc, on parle bien de la partie construction, chantier, si vous voulez, matériaux, d'un bilan carbone. Là, je ne vois plus la présentation. Vous voulez que je la... Ça va revenir. Donc, c'est que j'ai été coupé là. Dans ma connexion, donc ça va revenir. Sinon, je peux la partager moi-même, hein, Bah, allez-y, allez-y, allez-y. ouais, Vous je avez vais, une je vais meilleure la connexion que partager à moi. ce moment-là. Allez-y. Hop. Oups. Normalement, là, vous la voyez. Ok. Super, oui, oui, c'est bon. OK, mode plein écran. Voilà, c'est assez grand. Hop, on en était là. Voilà. Donc moi-même, personnellement, sinon, je suis ingénieur. J'ai fait Centrale Paris il y a une trentaine d'années. J'ai travaillé dans le bâtiment comme conducteur de travaux pendant 6 ans au début, il y a longtemps. Ensuite, je suis passé par l'automobile et puis depuis 15 ans, je fais des bilans carbone. J'en ai fait pas mal dans des gros projets de bâtiment depuis 15 ans, peut-être un quart de mes bilans carbone ou un tiers. Et voilà, j'écris aussi des livres sur les transports si jamais certains ont vu passer mon nom en librairie ou dans des vidéos ou des podcasts. Voilà, donc c'est moi aussi sur les transports. Voilà, donc là, donc le but d'un bilan carbone en général, j'imagine que parmi vous, beaucoup sont quand même au fait de ça. Donc n'importe quel bilan carbone, hein, quand on regarde un bâtiment, un stylo, un ordinateur, n'importe quoi, ça tourne toujours autour d'un certain périmètre qui inclut l'énergie. Là, je mets consommée sur les sites, mais ça peut être l'énergie d'un objet, si jamais vous étudiez le bilan carbone d'un ordinateur ou d'une voiture. Donc l'énergie consommée, des matériaux qui servent à fabriquer. Donc on parle de bilan carbone depuis les mines d'extraction, finalement, des matériaux primaires, jusqu'à, en l'occurrence, le chantier qui constitue la fabrication en fait, du produit qui est le bâtiment. Donc les matériaux, du fret, parce qu'il va falloir transporter toutes ces choses-là pour les amener notamment sur le chantier. Le déplacement des personnes, il y a le déplacement des personnes, des ouvriers, évidemment, du chantier. Et ensuite, dans le fonctionnement du bâtiment, il y a les domiciles de travail, etc., par exemple. Le traitement des déchets, parce que tout ça, ça produit des déchets, que ce soit le chantier lui-même au moment de la construction et puis ensuite en fonctionnement du bâtiment. L'amortissement des immobilisations, c'est que pour pouvoir faire ça, on utilise
du matériel qui lui-même ne va être utilisé que pendant un temps défini, une semaine, un mois, mais qui va tourner entre chantiers. Donc, on va prendre un morceau de la fabrication de ce matériel au prorata de son utilisation sur le chantier. Et puis après, des évitements, pardon, il y a une petite erreur, c'est des évitements engendrés ailleurs. Nous, dans notre cas, il n'y en a pas. Donc, l'unité de calcul, c'est la tonne équivalent CO2 ou le kilogramme équivalent CO2 si jamais on regarde des objets plus petits. Voilà. Et un Français moyen, enfin, c'est pas un Français moyen d'ailleurs. Le Français en moyenne, c'est 10 tonnes de CO2 par an. Mais sachez que le Français médian, c'est-à-dire celui qui a 50% des Français qui émettent moins que lui et 50% qui émettent plus, en fait, c'est 7. C'est 7 tonnes. Ça, c'est parce qu'il y a des Français qui émettent beaucoup, qui fait que la moyenne est à 10, mais la médiane, elle est à 7, en fait. Voilà. Alors, pour pouvoir faire cette étude, donc, qui nous a fait nous concentrer sur des parois, vous avez compris, pas la totalité de la construction d'un bâtiment, mais des parois, en essayant de focaliser sur des produits guyanais, pardon. Donc, parmi divers documents, là, je vous ai mis quelques-uns, mais on a dû se plonger dans des fiches de cimentiers, dans des documents assez précis qui décrivent l'usage des forêts guyanaises en termes de bois d'œuvre, notamment. Ensuite, on a pris deux exemples types de plans pour pouvoir avoir des quantitatifs qui sont une école et des logements sociaux en Guyane. Ensuite, analyser aussi les fiches techniques des briques de terre crue guyanaises. Et puis, tout ça avec pas mal de facteurs d'émission qui sont ceux de l'ADEME lorsqu'ils s'appliquent sans distinction ou parfois en les corrigeant pour les adapter au cas particulier de la Guyane. Parmi les contacts que j'ai pu avoir, bon, M. Vermès, évidemment, Cécilia Javelot, mais aussi j'ai pu faire des visios avec l'ONF, l'ADEME, la DGTM, oui, le CTBF, la Brille de Guyane, et avoir un contact aussi avec Castel et Fromager concernant la charpente métallique. Alors, en termes d'hypothèses de calcul, pour vous donner une petite idée, le ciment, c'est quand même un gros sujet, parce que dans la construction de bâtiments en général, le ciment, c'est le premier poste en fait, de la totalité des matériaux qui sont mis en œuvre. En émissions de CO2, c'est en général le premier poste. Et donc, le ciment, c'est un sujet qu'on regarde de près, d'autant plus que le ciment guyanais, en fait, il est majoritairement d'origine colombienne, ce qui fait que les usines qui fabriquent le clinker, en fait, sont en moyenne, les sources de la Guyane sont en moyenne moins énergétiquement performantes que ce que l'on constate, que ce que l'on trouve en Europe. Donc c'est pour ça que les valeurs, je vous les ai mis en ordre de grandeur, elles sont un peu supérieures à celles que vous pouvez rencontrer éventuellement en Europe, voilà, dans la France métropolitaine. Donc là, pour vous donner un exemple, le CEM1, je suis parti sur 1040 kilos 1040 kg de CO2 par tonne de ciment CEM1 et 770 pour du CEM2. C'est à peu près 20% de plus que ce que vous pouvez rencontrer en France métropolitaine. Dans le cas de l'acier, il y a deux types d'acier en fait qui circulent, grosso modo, pour simplifier. Vous avez l'acier de première coulée, l'acier de haut fourneau, c'est l'acier qui sert à faire des automobiles, par exemple, qui sert à faire des nuances d'acier très précises avec des caractéristiques très spécifiques. Et puis après, vous avez l'acier recyclé qui sert à faire essentiellement des poutres métalliques, du treillis soudé, des aciers achats, qui est finalement l'essentiel de ce qui est utilisé dans le bâtiment. Donc c'est plutôt ce type d'acier-là très largement. Donc c'est pour ça que l'acier, il est plutôt à peu près à 1 tonne de CO2 par tonne et pas du tout à 2,5 comme de l'acier beaucoup plus technique. Un mètre cube de béton, là vous avez deux diagrammes qui vous montrent en ordre de grandeur qu'à gauche, si vous mettez sur une balance le béton, les 3/4 en fait c'est les granulats. Et puis le ciment, c'est un peu, l'eau, et puis l'acier, c'est encore moins. Mais quand on multiplie par les facteurs d'émission pour trouver ce que ça signifie ce mètre cube de béton en CO2, en émission de CO2, ben, on se rend compte que le ciment, c'est lui en fait qui fait la majorité de l'impact. Voilà. Donc, et l'acier a un impact certes inférieur, mais qui est beaucoup plus important que sa proportion. Voilà, là vous avez en termes de données, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais vous voyez vous aurez les slides, hein. Voilà les hypothèses que l'on a prises, par exemple, donc je vous ai dit sur l'acier et le ciment, les murs en aglo, les épaisseurs, on a compté les chaînages, parce qu'en fait, on a essayé de se concentrer sur 1 mètre carré de paroi, sur 1 mètre carré de toiture, 1 mètre carré courant.
Donc, vous voyez qu'on a inclus des agglos, de certains types d'agglos courants. On a essayé de prendre les valeurs les plus courantes en Guyane. On a compté les chaînages. On a compté, vous voyez, les épaisseurs de voile de béton, des types de béton les plus standards possibles. Voilà, donc vous avez la liste des hypothèses d'épaisseur, de portée, etc. dans ce slide. Ensuite, en termes de facteurs d'émission, aussi, on s'est posé pas mal de questions c'est normal, sur le puits de carbone que peut constituer le bois dans le cas guyanais. Donc, on a beaucoup discuté sur ce sujet entre l'extraction du bois, sa durée de vie, la partie qui restait en forêt, celle qui était utilisée en biomasse, etc. Et donc, pour être relativement prudent, au départ, moi, j'étais plus partisan de compter une petite proportion de puits de carbone, mais en étant prudent, on a considéré que c'était zéro. Alors, zéro, ce n'est pas une mauvaise note. Si on faisait de la déforestation, dans ce cas-là, on a des émissions nettes de carbone liées au défrichage qui fait qu'on aurait là vraiment une mauvaise note. Donc, zéro n'est pas une mauvaise note. C'est vrai que si on avait des durées de vie en œuvre assez longues des poutres, par exemple en bois, à ce moment-là, on aurait davantage. Si on avait par exemple une centaine d'années, comme on est parti plutôt en ordre de grandeur prudent sur 30 ans, tout mélangé, on a considéré par prudence qu'il y avait un puits de carbone de zéro. Voilà. Mais pas en revanche d'émissions nettes de déforestation, évidemment. Voilà, là vous avez les hypothèses pour ce qui concerne le bois, avec toutes les épaisseurs de poutres, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dedans. Vous voyez, on a utilisé plutôt de l'angélique dans nos calculs. Voilà, différentes épaisseurs d'ossature. Voilà, c'est juste pour garder en tête garder les hypothèses. Dans le cas de la terre crue, on a deux types de briques. Des briques emboîtables et des briques lisses qui n'ont pas les mêmes épaisseurs de joint. Voilà, on a inclus il y a du ciment en fait pour constituer ces briques de terre crue. Ciment lui-même qui est avec un taux de rebut qui est recyclé à l'intérieur du processus, qui fait que le taux de ciment est un peu supérieur à la fiche technique minimale. Voilà. Ensuite, en métal, de nouveau, d'autres hypothèses. Donc, comme on a dit, on a pris 1 tonne essentiellement, mais en revanche, pour les bacs acier, j'ai pris prélaqué, j'ai pris de l'acier plutôt de première coulée, qui représente une petite proportion, et puis différents ratios d'épaisseur, de poids de charpente au mètre carré. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Alors, voilà déjà un premier jet. Là, ce que vous voyez, c'est donc on va avoir deux séries de slides en fait. Là, on a des émissions par mètre carré de l'ensemble des sous-éléments, on va dire ça comme ça, qui peuvent constituer des parois. On verra après les parois. Là, vous avez des sous-éléments. Ce qu'on peut voir dans ce slide, c'est qu'on voit tout de suite que les sous-éléments, qui peuvent être des bardages, des choses comme ça, en bois, ont plutôt une valeur faible. En béton, c'est ceux qui ont tendance à être relativement élevés. Et puis, on voit que ce qui est métal, brique, c'est intermédiaire. Mais ça, ce sont les sous-éléments qui vont nous permettre de constituer des parois. À l'intérieur, là, la partie grise, donc là sur le slide, dans ce slide-là, vous voyez, c'est la répartition, ceux qui connaissent bilan GES, officiel, les postes officiels, on va dire. Et donc, le gris, qui est le premier poste, c'est les produits achetés. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde ces sous-éléments de parois, le premier poste, en fait, c'est vraiment le matériau brut qui sert à faire le chantier. Vous voyez, la mise en œuvre, c'est le chantier, le fret, c'est en jaune. Donc, en fait, le premier poste, c'est vraiment le matériau qui constitue l'élément de la paroi. Et donc, du coup, si on fait un zoom uniquement sur le gris, voilà, ici, on se rend compte de la part alors là, j'ai mis les différents matériaux, et on voit que la part du ciment, finalement, est globalement la part majoritaire. Bon, évidemment, pas dans le cas des parois métalliques, mais globalement, vous voyez l'empreinte de loin, on voit bien que le ciment apparaît pas mal, ainsi que le métal. Voilà, c'est vraiment les deux constituants principaux de l'ensemble des matériaux de nos parois. Juste un petit commentaire sur le derrière. Allez-y. On voit que c'est aussi le cas sur la BTC. C'est que Oui, voilà, la proportion de ciment a vraiment beaucoup d'importance sur la BTC. Et pourquoi Voilà. c'est plus important sur le lisse que sur l'emboîté, c'est que les joints sont plus épais. Voilà. C'est l'épaisseur des joints qui fait de la différence.
Ouais, Et c'est vous une petite voyez que précision pour dire que voilà, mm, le fait qu'il y ait du ciment dans la BTC, ça lui donne un impact important. oui. Et donc, bon, c'est juste dire, voilà, si on a un jour des alternatives sans ciment, ce sera bien. Voilà, donc à la fois sans ciment et même avant, si le taux, compte tenu du recyclage en usine, peut baisser, ça sera d'autant mieux, évidemment, si on arrive à faire une BTC. Et là, vous voyez qu'en noir, les granulats de la BTC, c'est-à-dire la terre crue elle-même, c'est quasiment rien. Et puis on a quand même quelques petits chaînages, c'est pour ça qu'on a un petit peu d'acier. Et donc le premier poste de la BTC, en fait, c'est le ciment qui constitue le liant. Et donc Et- le ciment, ah, si on zoome cette fois-ci sur le ciment lui-même, où est-ce qu'on le retrouve? Ben là, vous avez la proportion, par exemple, sur un aglo, c'est intéressant de le regarder, ou sur la BTC, de voir la part des blocs et la part des joints. Vous voyez, le ciment, il est dans les blocs et dans les joints de la BTC. Dans l'aglo, il est à la fois dans les parpaings, mais aussi dans les joints, et ensuite dans l'enduit qui va par-dessus. Donc voilà, c'est un petit zoom sur où se trouve le ciment dans les différents éléments de paroi. Alors du coup, avec ces éléments de paroi, on peut reconstituer des mètres carrés de paroi, parce que des fois, une paroi, ça peut être une ossature avec quelque chose et un remplissage avec autre chose. Donc, on a combiné l'ensemble de ces éléments, de ces sous-éléments, pour en faire des mètres carrés de paroi qui existent dans la vraie vie. Alors là, vous avez une première série de données qui sont applicables, vous voyez, au bâtiment de plein pied ou dernier étage. Pourquoi on a mis ça? Parce que si jamais on a un bâtiment à étage et qu'on est sur un étage intermédiaire, à ce moment-là, l'ossature, elle va devoir supporter la descente de charge et elle va se retrouver plus costaud et donc potentiellement faire augmenter les valeurs qui sont là. Donc les valeurs qui sont là, c'est valable pour un mètre carré de paroi verticale de plein pied ou alors évidemment le dernier étage d'un immeuble, ce qui revient au même. Et là-dessus, on a regroupé donc à gauche, vous voyez donc l'aglo avec ses chaînages évidemment, mais donc l'aglo porteur. À côté, des solutions en BTC où l'ensemble du mur est en BTC. Après, vous pouvez avoir des ossatures avec des remplissages. Donc, par exemple, ossature bois BTC, on a une ossature en bois et à l'intérieur duquel on a monté une BTC qui n'est pas porteuse. Voilà. Et ensuite, j'ai la partie droite de mon. Voilà. Et donc, à droite, les parties métalliques. Donc là, pour un bâtiment de plein pied ou un dernier étage, là, on voit que finalement, les ossatures bois, globalement, sont un peu mieux placées, mais elles sont tributaires de la nature du remplissage. Et puis à gauche, vous avez les parties plutôt en béton avec la BTC et qui sont un peu plus sévères, les parties métalliques. Alors, dans le cas d'un bâtiment à étage, là, je n'ai mis que les ossatures en béton. Il n'apparaissent pas les ossatures métalliques qui, elles, par contre, peuvent vraiment être. Alors, je crois que ce n'est pas très utilisé chez vous, mais à ce moment-là, on aurait des poutres métalliques qui seraient d'autant plus grosses qu'il y a d'étages. Donc, on a préféré ne pas le mettre, c'était peu utilisé chez vous. Donc, on a des ossatures béton qui sont soit en fait un voile, soit ce sont des ossatures en béton. Et là, suivant la nature du remplissage, on a des valeurs différentes qui sont, voilà, qui sont du coup assez variables, hein, ok. Donc, ce qu'on voit dans ces graphiques, je reviens sur le précédent, c'est que quand même, et c'est ce qui est écrit en dessous, on a des écarts quand même assez importants. C'est-à-dire que vous avez les valeurs qui naviguent de 1 à 10, quoi, hein, pour ce qui concerne les bâtiments de plein pied ou les derniers étages. Et là, vous avez des variations de 1 à 2,5. Hein, voilà. Et alors, en ce qui concerne les toitures, là, voilà les hypothèses les assemblages en fait qu'on a fait. On a fait des toitures avec charpente et des toitures avec plancher à droite. Donc, avec charpente, il y a la notion du plafond, sa nature, la charpente elle-même et la couverture, ce qui nous fait en gros 3 lignes. Et là, on voit quand même des grosses différences, hein. Ça va de 1 à 4 sans problème, avec la partie du plafond qui est importante lorsque le plafond est en béton. La partie plancher, ben, rebelote, c'est quand c'est en béton qu'on voit apparaître pas mal le plancher. Et puis la couverture elle-même, là on a pris des couvertures tôle, vous voyez, et sinon une étanchéité, ce qui revient à peu près au même, la partie bleue. Voilà. Alors, quels sont les enseignements de tout ça? Donc, globalement, alors c'est des enseignements vraiment globaux. Après, si on cherche des cas particuliers, on va voir que c'est pas, on peut avoir des différences par rapport à ces espèces de
pseudo-conclusion. Donc là, on voit quand même que le béton, globalement, c'est quand même globalement le bilan carbone le plus important. C'est pas une découverte. Ensuite, les ossatures en acier, en général, on peut trouver des cas particuliers dans les graphiques que vous avez vus, mais en général, le bilan carbone des ossatures en acier, elle est plus importante que celle des ossatures en béton. Comparaison ossature, parce que le voile en béton, lui, est plus impactant. Et puis la BTCS, voilà, elle n'a pas un bilan carbone nul, hein, mais cela dit, elle reste quand même un petit peu inférieure aux agglos dans sa situation actuelle, avec un potentiel de s'améliorer, surtout si on arrive à baisser, voire éliminer la part de ciment qui est dans les blocs. Voilà. Et en choisissant aussi plutôt des joints fins que des joints épais. Voilà. Et les éléments en bois, même si on a été peut-être un peu sévère en ne comptant pas de puits de carbone, il en reste pas moins que c'est là où on obtient les scores carbone les plus importants avec la gestion guyanaise des essences. Voilà, donc j'en ai fini de ma présentation. Je suis peut-être allé un peu vite, surtout quand vous avez vu des slides avec plein de valeurs. Mais bon, là, l'idée, de toute façon, à quoi garde tout ça, toutes les valeurs, vous aurez les slides, mais on peut revenir sur des points particuliers si vous n'avez pas bien compris ou si vous voulez des précisions sur la façon dont ça a été calculé. Merci beaucoup, Laurent, pour cette synthèse. C'est bien aussi d'aller un peu vite. Donc oui, maintenant, si vous avez des questions, s'il y a des points sur lesquels effectivement, si vous voulez passer un peu vite et que vous voudriez qu'on revienne dessus, n'hésitez pas, levez la main. Je vois que Camille, je vois que tu as levé la main. Vas-y. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question simplement sur le slide qui traite du puits de carbone au niveau du bois. Oui, J'ai pas bien compris que vous êtes parti sur le chiffre 0 comme stockage biogénique. oui, c'est ça. Oui, oui, tout à Mais je fait. comprends pas parce que du coup le bois va stocker pendant sa croissance. Est-ce Oui. que ça devrait pas du coup être déduit de l'impact global? C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs facteurs qui s'additionnent lorsque vous analysez le sujet. Je ne vous cache pas qu'on a eu pas mal de discussions. Moi-même, c'est pas évident de sentir le sujet. En fait, il faut partir de la forêt et essayer de comparer ce qui se passe sur une forêt qui est gérée en Guyane avec admettons, la forêt voisine, qui au départ, c'est la même, mais sur laquelle on la laisse vivre toute seule. Et en fait, il faut regarder ça sur 50 ans à peu près et de voir comment va évoluer la forêt dont on ne s'occupe pas et comment va évoluer la forêt dont on va extraire du bois d'œuvre. Et en fait, il y a une succession d'événements qui se passent. Certains libèrent plus rapidement le carbone que la forêt d'à côté, d'autres événements qui font le contraire. Et la question qu'on se pose, c'est le bilan de tout ça. Est-ce que c'est négatif, zéro ou positif? Et en fait, dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Quand on commence à extraire le bois, on va dans la forêt. Déjà, on va découper une partie qu'on va laisser sur place, en fait, donc il va se décomposer déjà plus rapidement que si on n'était pas intervenu. De là, on va extraire un élément dont une partie va partir en biomasse. Alors après, la question se pose en biomasse, à la place de quoi et avec quelle efficacité la sciure, on va dire, ou les petits éléments, les copeaux, les plaquettes ou autres, vont être utilisés. Donc là, il y a à la fois du CO2 qui va retourner plus vite, mais un autre qui va éviter des consommations d'énergie fossile. Donc là, vous avez deux facteurs. Alors, donc on a dit sur place, ça se décompose plus vite spontanément. Ensuite, au niveau de l'utilisation des copeaux, là, vous avez les deux cas. Un cas qui accélère le CO2 qui part dans l'atmosphère, un autre au contraire qui va en éviter. Et puis ensuite, on en fait aussi des planches, et puis pas que, on en fait plusieurs types d'éléments. Certains vont avoir une durée de vie courte, et puis on a à la fin nos poutres, on va dire, ou nos bardages, qui eux, on va supposer, qui tiennent à peu près 30 ans, qui eux, par contre, constituent un véritable stockage pendant 30 ans par rapport à la forêt d'à côté, où il y avait à peu près les mêmes arbres, qui eux vont perdre des branches, se décomposer aussi naturellement, mais à une vitesse différente. Donc ce que je veux dire, c'est que la somme, en fait, des accélérations de retour de carbone dans l'atmosphère et des ralentissements de retour du carbone dans l'atmosphère, notamment dans ce qui concerne les poutres qui vont bien être très bien stockées pendant plusieurs décennies, le bilan, on hésitait, franchement, moi j'hésitais entre mettre 0 ou de l'ordre de 15% d'un puits de carbone total. Un puits de carbone total, c'est lorsque vraiment il n'y a quasiment aucune perte et
on va dire, la totalité du bois récupéré part soit en combustion 100% à la place de pétrole, par exemple de fuel, et le reste avec un stockage de au moins un siècle dans des bâtiments en bois. Voilà. Quand on est dans ce cas-là, on a, on va dire, 100% de puits de carbone. Personnellement, j'ai hésité à mettre entre 0 et 15% de cette valeur. Voyez. Et donc, on a préféré être prudent avec M. Bermès et mettre 0. Si on avait mis une petite proportion de puits de carbone, petite, hein, parce qu'on n'a que 30 ans de durée de vie, c'est pas plus d'un siècle, etc., ça n'aurait pas changé les conclusions en fait, de cette présentation. Ça aurait changé les slides avec les valeurs. Le bois aurait été un petit peu plus mis en avant, mais finalement, ça ne changerait pas le fait que même sans le puits de carbone, ben, le bois reste, dans votre cas guyanais, un matériau à privilégier. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à Merci votre beaucoup. question. C'est Ici, très alors, clair. après, Merci. le point important pour moi, c'est que l'exploitation du bois n'est pas très optimale par rapport à l'Hexagone, puisqu'on n'a que 25% de la matière exploitée qui se finit en bois d'œuvre. Tout le reste se termine soit à l'intérieur de la forêt des agrèges, soit en biomasse. Donc, le bilan pourrait s'améliorer aussi si les 75% restants étaient valorisés autrement qu'en biomasse ou autrement qu'en déchets compostés. Donc voilà, il y a aussi un gros effort à faire là-dessus, d'amélioration, je pense, qui pourrait être fait, sachant que la charte à faible impact, que je l'ai revue, elle est faite essentiellement pour deux objectifs. Le premier, c'est de préserver la forêt naturelle, c'est un très bel objectif, et sa biodiversité. Et le deuxième, c'est d'assurer des approvisionnements en bois constants. Mais ce n'est pas du tout d'avoir le meilleur bilan carbone, ce n'est pas du tout de la charte, ce n'est pas leur objectif. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant, on n'est pas sur cet objectif-là qui n'a pas été prioritaire au niveau de la charte de la table. Il y a les deux paramètres, c'est à la fois ces 25%, effectivement, le taux est assez supérieur par ici, et puis après, il y a la durée de vie en œuvre, comme j'ai dit, où là, en fait, on n'a qu'une trentaine d'années a priori, alors qu'en métropole, on peut espérer avoir plutôt le siècle. Alors, les 30 ans, ce n'est pas forcément un constat que la durée de vie d'un bâtiment bois, ça peut aller beaucoup plus loin. C'est la durée de vie moyenne d'un bâtiment dans le monde. Voilà, c'est pour ça qu'on est resté là-dessus. Laurent Clodo, j'ai vu que tu avais posé une question. Alors non, on n'a pas fait un bâtiment complet. D'ailleurs, un bâtiment complet, lequel? Non, n'a pas, n'a pas du tout fait cet Ton école, exercice-là. ton école en bois versus une école en béton, t'as pas fait. Vous n'avez pas Non, fait. non, Ouais. non, on Parce n'a que pas ça fait peut être cet trompeur exercice-là. vu que c'est des mètres carrés. Ah, donc on peut faire quoi? On peut additionner les mètres carrés là? Comment ça? Là, ce sont des Bah, mètres carrés de parois. Ce sont des mètres carrés de parois. Par exemple, si bah, vous avez une façade, allez-y. Ah, c'est pas c'est des des, mètres carrés de surface utile. Non, 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 pas du non, tout, c'est pas des du mètres tout. carrés de paroi. C'est par exemple des Enfin, mètres carrés de plancher. Enfin, pour les ouais, planchers, c'est des mètres carrés de plancher. Pour les voilà, dans façades, le c'est cas des des mètres carrés de toitures, façade. Pour les toitures, c'est des mètres carrés de toiture, etc. Donc, il faudrait retrouver les mètres carrés du bâtiment pour faire le bilan sur ce bâtiment oui. spécifique. Après, si vous faisiez une alternative, là quand même, on a la plupart des les parois, c'est ce qui va faire la différence entre eux. Parce que si vous faites une école avec certaines de ces parois et d'autres de ces parois-là, après le reste, l'aménagement intérieur, le mobilier, enfin même les équipements, les sanitaires, après tout, ça va être les mêmes. Je pense, hein, que vous fassiez une façade en bois ou une façade en béton, l'aménagement intérieur de votre projet, il va être sensiblement le même. Donc là, en fait, on a ciblé les mètres carrés des choses qui créent une différence dans la construction de vos deux hypothèses. Moi, je pense que c'est ça qui serait intéressant, justement, d'avoir le delta entre une construction, je sais pas, tout bois ou mixte, ou béton, briques de terre. C'est ça qui Ah, serait, je pense. Donc, ouais. c'est peut-être un petit calcul que peut-être nous-mêmes, on Bah, peut faire en Oui, tout à interne. fait. Oui, oui, en coin de table. ça- Si vous connaissez le nombre de mètres carrés de façade de votre projet, le nombre de mètres carrés de toiture, ben avec les valeurs qui sont là, en 5 minutes, vous allez trouver l'écart CO2 entre deux hypothèses. Avec un petit tableur simple, on doit pouvoir Oui, faire très ça. basique. Ah oui, oui. ouais. C'est pour ça qu'on les a ramenés au mètre carré. C'est facile à s'approprier. Parce, parce que En le mètre truc, cube, c'est que mètre cube, les c'est plus facteurs compliqué. d'émission de l'ADEME, ils sont plutôt par rapport à du kilo ou du mètre cube, c'est ça, non?
Alors, les facteurs d'émission de l'ADEME, il y en a de deux types. Il y en a une dizaine qui sont en mètres carrés utiles, comme vous avez dit, mais ils sont vraiment très, très grossiers, c'est-à-dire immeuble en béton, tant de kilos, tout compris à la construction, tant de kilos par mètre carré habitable, par exemple. Donc, il y a quelques bâtiments de bureaux, maisons en bois, mais il y a une dizaine, ils sont, on va dire, plus macro que ce qu'on a fait. Et ensuite, dans les facteurs d'émission de l'ADEME, vous avez ensuite, au contraire, c'est les facteurs d'émission des matériaux eux-mêmes. Voilà. Nous, ce qu'on a fait là, finalement, c'est des diagrammes qui sont intermédiaires entre le gros ratio grossier au mètre carré habitable, mais qui est très, voilà, qui est très macro, il n'y en a pas beaucoup, les matériaux qui sont, eux, par contre, par kilogramme de matériaux, où là, ben, faire un bilan carbone, c'est un vrai j'en fais, hein, mais c'est du travail qui ne se fait pas. Là, ce qu'on a voulu faire avec Aqua, c'est de donner les billes de quelque chose qui permet, en quelques minutes, à n'importe qui, en coin de table ou avec un petit tableur, mais vraiment deux colonnes, se faire un petit peu des petits ordres de grandeur, d'écart entre plusieurs hypothèses. D'autres questions, n'hésitez pas. Je lis le chat en même temps. Ouais, j'en vois pas d'autres. Ah oui, est-ce que des planchers mixtes bois-béton ont été étudiés? Non. Non. Après, est-ce que, cela dit, moi j'aime bien les calculs comptables, c'est un peu mon quotidien, mais si vous avez sous les yeux un plancher mixte, au sens, vous savez à peu près combien il y a de bois et combien de béton, ben après tout, en prenant les deux valeurs, celle en plancher béton, dont vous avez l'épaisseur, hein, qui est dans les hypothèses, et celle en plancher bois, dont vous avez les sections en hypothèse, ben à ce moment-là, votre plancher mixte, vous pouvez dire, ah ben tiens, c'est à peu près je sais pas, 40% du plancher bois et 70% de la valeur du plancher béton de 15 dp. Et à ce moment-là, vous reconstruisez en 3 minutes votre mètre carré de votre plancher mixte en fonction de vraiment de ce qu'il est en fait. Voilà. Le lot gros œuvre sur un bâtiment complet, je vois. Dans le cas métropolitain, ça doit être assez proche. Il faut voir qu'un bâtiment maçonné classique, hein, enfin, on va dire en maçonnerie ou avec pas mal de béton, donc le bâtiment métropolitain standard, le lot gros œuvre, c'est très vite deux tiers, trois quarts de la totalité du chantier, hein. Alors, ce n'est que quand on a un bâtiment vraiment avec beaucoup de bois où on peut arriver à ce que le lot gros œuvre, ça fasse moins de la moitié. Mais c'est vraiment des cas assez rares. Le lot gros œuvre, c'est en général plus de la moitié de la totalité de tous les lots. Là, je regarde si on n'a pas oublié une question. Le support, oui, voilà. Je ne sais pas. Allez-y, ne craignez pas qu'il y ait de mauvaises questions. On a dû être clair ou parce que je ne vois pas d'autres questions, pas de main levée. Même si vous voulez intervenir sans main levée, allez-y. Donc le support, oui, on mettra à disposition sur le site et je pense on va essayer aussi de vous l'envoyer pour ceux qui ont participé au webinaire. Parce qu'en ce moment, on a un petit souci avec notre site. Je suppose qu'au niveau du bois, c'était que du bois massif guyanais. Il n'y avait pas de lamellé collé. Non. Et, il y a une part de connecteur métallique dans l'ossature bois que vous faites ou pas? Comment ça? Non. Oui, normalement, oui. Vous me posez un doute. Est-ce que je les ai bien comptés? Il faut que je vérifie. Bon, si jamais ils sont oubliés, c'est vraiment, cela dit, assez à la marge quand même, hein. J'ai une question. Donc, je suppose que ces bilans sont faits pour les chantiers sur le littoral guyanais. Dans les cas des communes isolées, où on ajoute quand même pas mal de transports pour la partie béton, les bois étant sur place, comment on peut faire la différence? Alors, déjà, dans le graphique où vous avez le cas standard, quand même guyanais, parce que le fret, on a quand même regardé, dans le cas du bois, quels étaient à peu près le transport du bois en Guyane, hein. Mais vous voyez je vous le remets.
Je vais vous remettre le... Voilà, là, vous devez l'avoir. Donc là, ce que je voulais vous remontrer, voilà. Dans ce slide-là, euh, vous voyez que la partie fret, alors, vous voyez, les transports, ça reste quand même un petit poste. Donc, en gros, même si vous vous dites, je pense, hein, après, je ne connais pas la Guyane, j'y suis jamais allé, mais j'imagine que si on est dans l'intérieur et qu'il y a, par exemple, je caricature, 2 fois plus de transport, quand on parle du transport, c'est bien depuis les mines et les usines, hein. Donc, en fait, quand on est sur le littoral, il y a quand même du transport dedans, hein, parce qu'il y a des bateaux qui ont livré des choses, c'est dedans. Mais disons que, admettons que vous soyez plutôt à l'intérieur de la Guyane, que je me dis, bon, allez, au pire, on double le poste transport, par exemple. Mais vous voyez, si vous doublez le jaune, c'est pas ça qui va changer fondamentalement votre décision. Ça peut changer la valeur. Vous pouvez pitcher, hein, si vous voulez. Vous voyez, le transport, c'est à peu près 5. Donc, si dans un cas, vous faites un plancher béton, vous dites qu'il va falloir transporter plus de choses, ben, je multiplie par 2. Bon, ben, le 87, il va passer à 92. Vous voyez, c'est pas ça qui va vous faire changer la décision. Ces valeurs que vous avez là, il faut voir, j'aurais dû le dire au début, elles ont quand même une imprécision. C'est pas parce que vous voyez 37 que c'est entre 36,5 que la réalité, c'est entre 36,5 et 37,5. Si vous voyez 37, c'est que la réalité, c'est entre 30 et 45, et encore, je suis gentil. Mais comme tout a été calculé avec le même état d'esprit et de la même façon, si vous avez quelque chose qui est supérieur à un autre, si 51 c'est supérieur à 37, mais ça signifie que très probablement cette solution, elle est bien plus émissive que celle-là. Mais peut-être que tout ça, vous considérez que les valeurs dans leur ensemble, elles sont plutôt à 20% près, sans problème. Voilà. Donc, voilà, pour vous dire, le fret, ça reste un petit poste. Après, si vous avez, sinon, s'il y avait vraiment un cas particulier d'un matériau transporté sur une très longue distance et qui pèse pas mal, c'est vrai que ça pourrait peut-être un peu changer, mais le coût serait certainement prohibitif. Voilà, en tout cas, Alors, voilà, c'est ce que je pense. en fait, Laurent Castellier, bon, par rapport à la question de Thomas, je pense que le bilan change pas, parce que je crois que vous voulez comparer le béton importé au bois sur place, donc ça peut qu'aggraver le bilan du béton. Oui, Après, absolument. pour Laurent Castagnette, en Guyane, quand on parle de communes de l'intérieur, c'est vraiment un cas particulier parce que l'approvisionnement se fait par pirogue. Donc, c'est vraiment un cas très, très, très particulier. Et je pense que pour le béton, la plupart du temps, ben, c'est le ciment, les aciers qui sont importés, et après le sable et l'eau est sur place. Donc, même des fois, les agglos sont fabriqués sur place, hein, des boules sur place. Donc c'est un cas vraiment très, très particulier. Les communes de l'intérieur en Guyane, donc c'est pas accessible par la route du tout. Donc c'est un bilan carbone certainement un peu particulier qui demanderait peut-être un focus. Mais dans le cas de la question que Thomas a posée, je pense que ça peut qu'aggraver la situation du béton par rapport Oui. Mm. Après, sinon, C'est en un ordre de argument grandeur, à développer devant les pardon. décideurs, effectivement. voilà. Après 1 litre de carburant, vous voyez, 1 litre de carburant, c'est 3 kilos de CO2, grosso modo. Donc, en fait, si vous savez, par exemple, qu'il faut telle quantité, soit sur un bateau, soit ailleurs, ça vous trouvez facilement dans la littérature, hein. Donc, 1 litre de carburant, 3 kilos de CO2. Vous faites un petit calcul coin de table, vous risquez de vous rendre compte que bon, ça va pas non plus être énorme par rapport à ce qui est le reste. À Mais une bon, on peut pirogue toujours de, ajouter à la main, une particularité. à une pirogue de à peu près entre 5 et 6 tonnes de charge consomme entre 800 et 1000 litres en remontant de Saint-Laurent à Maripasoula. Vous dites 800 kilos de charge, donc 1 litre de carburant par kilo, finalement, grosso modo. Un litre de carburant par kilo Non, de non, matériaux. c'était Hein. 6 tonnes. T'avais 6 Ah tonnes. non, pardon, oui, 0,1, excusez-moi. Excusez-moi. Ben, il faudrait faire le calcul. Euh, mais ouais, il faut faire un petit calcul. Je pense pas que vous pourrez faire un calcul, mais je pense pas que ça peut changer un petit peu les valeurs, mais pas changer, à mon avis, les conclusions générales ou les arbitrages. Laurent, Oui, je me demandais, donc comme le béton
comment on pourrait améliorer la filière béton? C'est le ciment intrinsèquement qui pose souci dans le béton, c'est ça, hein? Oui, 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 tout à fait. Et Mais il y a. Oui, attendez, je faudrait vais. changer de fournisseur et de procédé, je suppose, ouais. Attendez, j'arrive pas à. Je voudrais arrêter le partage. Vous le voyez, le partage, je Oui, on le pense. voit, on le voit. Oui, Ah, d'accord. Je voulais Ah, voilà, ça y est, ça apparaît. Voilà. Oui, oui, en fait, mais le béton, c'est un très gros sujet, hein, qui n'est pas spécifiquement guyanais. Mais les sujets du béton, c'est d'abord le ciment, c'est ça le premier poste. Et dans le ciment, c'est le clinker. Donc, les premiers sujets, c'est d'utiliser du ciment. C'est de mettre moins de béton de masse, parce qu'en fait, dans le béton, il y a deux façons de l'utiliser. Il y a le béton de masse, c'est-à-dire des planchers coulés en place, des voiles, voilà. Et là, on consomme quand même beaucoup de ciment en faisant ça par rapport à du béton qui ne serait que de l'ossature. Donc déjà, c'est lutter contre les voies, enfin, le béton de masse lorsque c'est possible, soit de s'en passer, soit de mettre à la place, que ce soit un mur en terre crue ou des choses comme ça. Donc déjà, essayer d'enlever du béton de masse, peut-être au profit d'ossature en béton. Donc là, c'est plutôt, on va dire, une espèce de sobriété de mètre cube. Ensuite, le deuxième, c'est d'essayer de prendre du ciment qui a des taux de clinker plus bas. Lorsque on n'est pas obligé de mettre du CEM1 qui est quasiment à 95% de clinker, et parce que c'est le clinker en fait, hein, qui fait les émissions du ciment. Donc un ciment qui n'a que trois quarts ou deux tiers de clinker, mais automatiquement c'est déjà moins carboné. Ça, ensuite il y a des, pour l'instant c'est plus de l'innovation, ça commence à être un peu rare, mais ça se développe un peu, d'essayer de faire à l'extrême des bétons sans ciment, quoi, grosso modo. Mais bon, aujourd'hui, il y a quelques applications en métropole, mais ça reste du domaine pour moi d'une espèce de recherche, quoi, on va dire ça comme ça. alors pour rebondir là-dessus, sur le fait de faire des ossatures béton plutôt que des voiles béton, ça a aussi un autre intérêt, c'est en cas de réhabilitation, de réaffectation des locaux. Ça offre beaucoup plus de souplesse. Le béton armé, c'est très compliqué à retravailler derrière. Dans le cas d'une économie un peu circulaire, on favorise la réhabilitation plutôt que la démolition. C'est plutôt plus intéressant aussi à plus long terme sur le bilan carbone d'un bâtiment. Ça évite de le démolir complètement si on doit changer son usage, changer son aménagement. Et ça peut être effectivement à court terme, moi je pense qu'a priori en Guyane, au niveau de la production, on va dire, hein, je pense qu'effectivement, c'est plutôt supprimer les voiles, réduire la proportion d'agglos et effectivement remplacer soit par de la terre crue, soit par du bois, mais vraiment remplacer. C'est pas mettre du bois devant du béton, de la terre devant du béton. Ça aggrave le bilan. C'est pas une bonne idée. Il faut vraiment remplacer les agglos par autre chose, le bois et le béton par autre chose. La part parce il y a du chauffage, je crois, avec le clinker, non? C'est ça? Les, Ah, mais en fait, les deux, je vais vous remontrer je vous remets le. si Ciment Guyanais changeait enfin, d'ailleurs, c'est plus ce nom-là, je crois que c'est Argos. C'est un gros souhait. Ouais. S'ils changent de procédé, enfin, de fournisseur d'énergie, ils vont pas significativement améliorer leur. Alors, pas tout à fait. Attendez, je cherche où est-ce qu'il est le. Voilà, c'est ça. En fait, quand vous fabriquez du clinker, il y a à la fois, en fait, on n'a pas, si l'équation elle est en bas, vous voyez l'équation qui est là, ça c'est comme ça qu'on fabrique du ciment. On part de calcaire, en fait, on ramasse hein, du calcaire, on fait chauffer, donc chauffer c'est donc de l'énergie, donc là il y a des émissions de CO2, et en faisant chauffer, on fait une réaction chimique qui émet, vous voyez, une molécule de CO2 ici. Voilà. Et donc, cette molécule de CO2, ben, elle s'échappe par l'usine qui fabrique le clinker. Donc, il y a deux sources derrière les 1040 qui sont là. Vous avez une partie, c'est du chauffage, enfin, oui, on va dire, c'est essentiellement du chauffage pour faire cette réaction chimique. Et puis, s'additionne ce CO2 qui fait qu'au total, on a entre 800 kg et une tonne en général. Le 800, c'est plutôt si votre procédé, il est plutôt à 250, c'est-à-dire pas très énergivore, et une tonne de CO2 quand on a plutôt une usine là qui est énergivore. Mais en fait, le premier poste, vous voyez, les deux tiers de cette affaire-là,
Les 2 tiers, c'est pas lié au chauffage, c'est lié à la décarbonatation, pardon, on dit, je crois, du calcaire. Voilà. Donc 2 tiers, retenez, 2 tiers, c'est le CO2 de décarbonatation, et puis 1 tiers, c'est le sujet énergétique. Donc si on voulait baisser le ciment guyanais, effectivement, si vous vous livriez, si vous ne preniez pas du ciment colombien, mais du ciment français, enfin sans citer de marque, hein, du ciment, voilà, à ce moment-là, lui, il a une origine qui est moins énergivore, et donc il a un facteur d'émission qui est... mais par contre, il risque d'être plus cher, simplement. Donc, votre fournisseur doit bien connaître les prix. Je pense qu'il se rend compte que c'est moins cher de faire venir et d'acheter du ciment, du clinker colombien que de faire traverser l'Atlantique ou d'acheter du ciment qui vient d'usines beaucoup plus normées, qui ont des process plus récents et optimisés. Alors après, la question de Laurent Clodo, je crois qu'elle était plutôt sur le passage du clinker au ciment qui est fait en Guyane. Là, il y a un chauffage à ce moment-là. Voilà, oui. Alors le passage du clinker au ciment, il est moins, enfin pour moi, c'est moins énergie. C'est pas, bon, il y a de l'énergie, mais c'est pas très énergivore. C'est pas le gros poste dans les 1040. C'est un petit poste, ce dont on parle là. Ce qui se passe en Guyane, en fait. Le plus gros se passe avant d'arriver. Par contre, l'enjeu, pour moi en Guyane, c'est la formule. C'est surtout la formule, c'est-à-dire euh, quel taux de clinker va être mis dans le sac, entre guillemets, sac qui va terminer sur le chantier pour faire du béton. Et du coup, ne pas utiliser un ciment qui a trop de clinker si c'est pas nécessaire. Donc je pense que l'objectif local du chantier des opérateurs guyanais, autant d'un côté, le cimentier, il peut peut-être essayer de se fournir, comme on dit, avec un clinker moins carboné, mais par contre, à l'échelle de la région, elle, ben, c'est d'essayer d'affecter voilà, le bon ciment au bon usage et pas prendre des taux de clinker trop élevés si ce n'est pas nécessaire. Bonjour, j'ai pas bien compris ce qui pèse dans la balance du clinker colombien. C'est l'extraction, puisque c'est pas le chauffage, si j'ai bien compris. Non, si, c'est pour moi, des infos que j'ai, c'est la performance énergétique de la cimenterie qui produit le clinker. Avec quelle énergie elle fonctionne? Ah, j'ai pas l'info précise, mais en général, dans ce genre de pays, ça va être du charbon, mais faudrait vérifier. J'ai pas la donnée exacte. D'accord. Et l'énergie en France, on comprend aussi les déchets issus des centrales nucléaires dans le bilan Alors, carbone ouais, dans le cas des cimenteries, je pense pas, ils utilisent de l'électricité, mais c'est pas ce qui fait je pense pas du tout que c'est ce qui fasse le gros de leur consommation énergétique, hein. D'accord. Ça, ça reste un processus de chauffage. Alors, il faudrait regarder, est-ce qu'ils utilisent du gaz, des choses comme ça. Et puis surtout, leur process, il est, alors je suis pas cimentier, mais d'après les résultats globaux, manifestement, leur process est moins énergivore. Peut-être qu'il, je sais pas, après, j'imagine, il est peut-être plus isolé. Enfin, il y a voilà, des systèmes qui arrivent à moins faire échapper l'énergie pour obtenir le même nombre de tonnes de clinker. Une remarque intéressante dans le chat par rapport, apparemment, il y aurait un ciment décarboné à 0% de clinker disponible en Guyane, mais 2 fois plus cher que le ciment standard. En gros, hein, c'est une information. Est-ce que ça vous parle, un ciment décarboné, M. Castelliel? Oui, alors, ouais, après le mot décarboné, oui, il me parle beaucoup, mais le problème, c'est que c'est un mot, il faudrait plus l'utiliser parce qu'on vous dit que la voiture électrique, elle est décarbonée. Enfin, c'est le mot tarte à la crème. Donc, moi, je pense qu'on ne devrait pas l'utiliser. Ce qu'il faudrait savoir, c'est parce que vous avez des gens qui disent décarboné pour quelque chose qui, en fait, c'est juste 20% de carbone en moins. Donc, déjà, il faudrait plutôt raisonner en pourcentage de carbone en moins par rapport aux produits standards et l'utiliser éventuellement décarboné que si c'est vraiment, il n'y a plus de carbone du tout, quoi, hein. Donc là, Hoffman, il faudrait regarder, propose un ciment décarboné. Je sais pas, je connais pas, je suis pas au courant et je suis très méfiant parce que
Le mot décarboné, il est utilisé à tire-larigot. Donc, il faudrait, alors, ce qui ne signifie pas que c'est pas une mauvaise solution, hein, mais attention, hein, attention avec ce mot, il faut regarder. Il faut regarder combien de pourcents en moins par rapport à. Voilà. On peut avoir la fiche technique de ce produit, vous l'avez, la personne qui est ALG, la fiche comme ALG, est-ce que vous avez la fiche technique de ce produit? D'accord. Ok, bon, on va regarder alors. Voilà. On peut regarder parce que normalement, un ciment décarboné, dans mon esprit, c'est plus un ciment. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On peut imaginer une espèce de mur ou dans lequel le liant, ça soit quelque chose de spécial. On appelle ça un béton décarboné parce que le ciment, c'est quelque chose, un produit naturel, admettons, voilà. Mais à ce moment-là, à la limite, c'est plus un ciment. Après, méfiez-vous aussi de produits, ciment ou autres, qui vont se dire décarbonés parce qu'ils vont financer de la compensation, par exemple. Vous voyez, vous pouvez acheter un chocolat, une tablette de chocolat décarboné. En fait, c'est juste que il y a quelques centimes, vous avez même des vols en avion décarbonés, quoi. Parce que la compagnie, elle a versé quelques dollars pour soi-disant faire quelque chose dont on sait statistiquement que c'est plus de 95% du vent. Donc voilà, méfiez-vous, regardez bien la fiche technique. Décarboner, c'est un slogan qui signifie qu'il y a un effort qui a été fait. Après, il faut voir à peu près cet effort, combien de pourcents c'est par rapport à un produit standard. Si je peux me permettre, sur ces ciments décarbonés, notamment Hoffman, si je dis pas de bêtises, ils jouent sur le fait qu'effectivement, le poste le plus important, le plus émissif, c'est le clinker, et que là, comme ils n'en utilisent pas, voilà, ça leur permet d'utiliser le terme de ciment décarboné. Donc ça veut dire que c'est. Alors je ne sais pas quel produit c'est finalement. Parce que s'ils n'utilisent pas de clinker, attention, c'est un produit, ça doit être très particulier avec des usages très particuliers. En tout cas, à ma connaissance, il n'existe pas comme ça de ciment zéro carbone que vous pouvez juste mettre à la place du ciment traditionnel et puis n'avoir aucune crainte. Je pense que pour moi, ça n'existe pas, hein, ça n'existe pas encore. Les ciments bas carbone, etc., il faut faire attention aux usages, faut être méfiant. Mais il y a des ciments moins carbonés. Je vois que vous avez mis ce monsieur Le Gag, hein, je pense qu'il vous envoie tout ça. Ok, bon, on va regarder la fiche technique. Bon, peut-être pas en direct, hein, mais Non, pas en direct, mais voilà. Hop. merci, monsieur Le Gag. OK. Question, observation? Donc, on vous fera passer le diaporama d'une manière ou d'une autre, mais de toute façon, il sera disponible à terme sur notre site et on vous l'enverra aux personnes qui sont présentes aujourd'hui. OK. Bien, je vois qu'il n'y a pas d'autres remarques, à part des remerciements, et merci pour vos remerciements. Et puis oui, monsieur Le Gag, on fera un retour, il n'y a pas de souci sur ce produit. On fera peut-être un petit commentaire, on ajoutera au diaporama si nécessaire. Eh ben, merci beaucoup de votre présence. N'hésitez pas à faire connaître cette étude, à la partager, à lui en libre accès, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et j'espère qu'elle vous aidera dans vos projets ou dans vos argumentations avec les projets que vous souhaitez, j'imagine, faire avec moi, d'impact sur l'environnement, en particulier d'impact sur le réchauffement climatique. Merci encore et bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Merci. Merci.